Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Virulente critique à gauche contre les propositions de Laurent Wauquiez. Le ministre, soutenu ce soir par le parti majoritaire, souhaite notamment plafonner les minima sociaux. Selon lui, une famille cumulant de nombreuses aides sociales peut gagner davantage qu'une famille travaillant au SMIC. Faux, rétorque ce soir le père du RSA, Martin Hirsch. Alors qu'en est-il réellement? Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. François Mitterrand présent dans les cœurs, mais aussi dans les esprits du peuple de gauche et des responsables socialistes à la veille du 30e anniversaire du 10 mai 81. Le premier président de gauche de la Ve République est célébré sur tous les tons. On en parle avec l'intellectuel et directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Il est notre invité ce soir. Et puis une question douloureuse dans le 22h. Comment soigner une personne atteinte de troubles mentaux contre son gré? Le projet de loi du gouvernement sur la psychiatrie à l'étude au Sénat propose notamment une hospitalisation d'office ou encore des soins sous contrainte en dehors de l'hôpital. C'est le débat du 22h. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une grave accusation que celle portée par le quotidien britannique The Guardian. Ce dernier accuse le porte-avions français, le Charles de Gaulle, de ne pas avoir porté secours à des migrants embarqués sur un bateau de fortune sur lequel 61 personnes auraient perdu la vie. Information fermement démentie ce soir par l'OTAN. Les détails avec Alexandra Colino. Le Charles de Gaulle a-t-il laissé mourir 61 migrants venus de Libye? C'est ce qu'affirme le quotidien britannique The Guardian. Après une longue enquête, le journal raconte qu'un navire à la dérive transportant 71 personnes s'est retrouvé à proximité du porte-avions. Mais les appels au secours des passagers seraient restés sans réponse. Impossible, répond l'état-major des armées. Le Charles de Gaulle était bien trop loin de l'embarcation d'une centaine de kilomètres. Il n'a jamais croisé de navire en détresse. En difficulté, les migrants auraient d'abord contacté par téléphone satellitaire une association de défense des droits des réfugiés à Rome, qui aurait à son tour alerté les gardes-côtes italiens. Selon les témoignages des migrants, un hélicoptère militaire aurait survolé l'embarcation qui se trouvait alors à une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Le Charles de Gaulle est sous commandement national. De son côté, l'OTAN assure ne pas avoir enregistré de signal de détresse. L'embarcation partie de Libye pour aller Lampedusa a finalement dérivé pendant 15 jours. Quand le bateau s'est échoué à Misrata le 10 avril, seules 11 personnes avaient survécu. Et puis en France, à présent, le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'existe pas d'éléments concrets pouvant laisser croire à un risque d'attentat dans l'Hexagone. Après la mort du chef historique d'Al-Qaïda, Claude Guéant a fait le point aujourd'hui sur la lutte antiterroriste en compagnie du ministre américain de la Justice, Eric Holder. On les écoute tous les deux. Il y a bien plus que Ben Laden au sein du réseau Al-Qaïda. Il y a toujours des gens, toujours des organisations qui souhaitent frapper la France, qui souhaitent frapper les États-Unis, qui souhaitent frapper nos alliés. Nous n'avons pas, depuis la mort d'Oussama Ben Laden, d'éléments nouveaux, précis, concrets, de menaces précises, opérationnelles contre notre pays. Il n'empêche que la vigilance est constante. Avalanche de réactions ce soir après les propositions du ministre Laurent Wauquiez qui souhaite notamment plafonner le cumul des minima sociaux. D'une seule voix, la gauche s'indigne. À droite, les réactions sont plus contrastées. La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, désapprouve son collègue du gouvernement. À l'inverse, l'UMP se félicite de telles propositions. Les faits avec Margot Aubriot et Mathilde Bélanger. Dans le collimateur de Laurent Wauquiez, l'assistanat et ceux qui, selon lui, profitent du système. Ces propositions, conditionner le versement du RSA à 5 heures hebdomadaires de service social, plafonner le cumul de tous les minima sociaux à 75% du SMIC, enfin limiter l'accès des étrangers à ces aides en instaurant une durée de travail minimale de 5 ans pour pouvoir y prétendre. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. C'est faux, répondent l'opposition et des experts. À situation égale, une personne qui ne travaille pas gagnera toujours moins qu'une personne qui travaille. Par ailleurs, les bénéficiaires du RSA ont obligation de chercher du travail. Il n'y a pas de contrepartie à demander à des gens qui touchent 500 € par mois et
qui sont dans une situation de chercher du travail, qu'on oblige, et c'est normal, à chercher du travail. Toute l'idée de Wauquiez, c'est de dire qu'en fait, ceux qui sont dans cette misère, c'est parce qu'ils le veulent bien. C'est vraiment irresponsable. Le père du RSA, Martin Hirsch, s'oppose à ces mesures. Dans une lettre rédigée il y a quelques jours, il dénonce de fausses bonnes idées et s'oppose à toute notion de travail gratuit. La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, est-elle sceptique? Ces propositions seraient selon elle difficiles à mettre en œuvre. Voilà, et Martin Hirsch qui a réagi ce soir dans le 20h de France 2. Selon lui, toutes les propositions de Laurent Wauquiez reposent sur des contre-vérités. On l'écoute. Ce qui est déjà une très très mauvaise chose, c'est de semer le doute chez les Français et de leur dire des choses qui sont strictement fausses et de les inquiéter pour rien. C'est-à-dire j'ai entendu depuis hier qu'on pouvait gagner autant d'argent avec le RSA que quand on gagnait le SMIC en ayant un travail. Faux, faux, faux. C'est des choses qui sont des vieilles lunes. Aujourd'hui, quand on gagne le SMIC, on gagne plus que quand on a le RSA. Quand on a l'aide au logement, on a l'aide au logement. Quand on travaille, on a l'aide au logement quand on a le RSA. Et le grand changement, c'est qu'on a donné aussi des aides à ceux qui travaillaient, parce qu'il y a quelques années, quand on reprenait du travail, les gens perdaient de l'argent. Voilà, et dans un tout petit instant, on va parler de ces propositions avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Je vous présente d'abord l'invité politique du 22h. Il est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Il est directeur des études du groupe Euro-RSCG. Il est l'auteur de ce livre, La dictature de l'urgence, aux éditions Fayard. Vous êtes également un conseiller proche de Dominique Strauss-Kahn, Gilles Finkelstein. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Sonia Mabrouk. Je vous dis à tout de suite. Alors Jean-Louis Gombault, on va parler de ces propositions de Laurent Wauquiez. On va parler de la principale proposition qui consiste à plafonner le cumul des minima sociaux à 75% du SMIC. Combien de personnes cela peut-il concerner déjà? Si on prend à la lettre ce qu'a dit M. Wauquiez, ça concerne pratiquement personne en réalité. Alors ce qui est vrai, c'est que les minima sociaux, ça concerne énormément de monde en France. 3 500 000 personnes, familles, vivent des minima sociaux, ce qui fait que le nombre de personnes impliquées dans ces minima sociaux, si on compte évidemment les enfants, ça va jusqu'à 6 millions de personnes, donc pratiquement un Français sur 10. Donc cette question des minima sociaux, indépendamment de la polémique ouverte par M. Wauquiez, est extrêmement importante en France. Alors, que nous dit M. Wauquiez? Il nous dit qu'il faut que l'ensemble des cumulations, des cumuls de minima sociaux ne dépasse pas 75% du SMIC, et il prend par exemple le RSA. Je crois qu'il y a un oubli de la part de M. Wauquiez, c'est que le RSA est une allocation forfaitaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler par exemple votre RSA avec des allocations familiales. Dès que vous touchez une allocation familiale parce que vous avez un enfant, on vous retranche une partie de votre RSA, ce qui n'est pas le cas du SMICAR. Et dans tous les cas de figure évoqués par M. Wauquiez, il n'y a aucune possibilité pour un RSA avec des enfants de gagner plus qu'un SMICAR. Alors 75%, oui. Dans un cas très précis, une famille qui est au RSA et qui a plus de 2 enfants, effectivement, touchera plus que 75% du SMIC. C'est pour ça que je vous dis que ça ne doit pas concerner énormément de personnes. Donc on est là sur un champ extrêmement étroit. Alors il est vrai qu'il y a 2 RSA en quelque sorte. Il y a le RSA qu'on appelle socle, c'est-à-dire le RSA des gens qui ne travaillent pas. Il y en a à peu près 1 100 000. Et le RSA chapeau qui concerne 500 000 personnes qui sont des gens qui travaillent. Alors évidemment, si vous touchez le RSA et en plus, si vous avez la possibilité de travailler, là vous passez au-dessus. Mais alors, si vous supprimez cette possibilité, tout le système du RSA s'effondre, puisqu'en fin de compte, c'est justement fait pour que les gens aient un encouragement au travail. Mais Jean-Louis, est-ce qu'il faut fermer ce débat? Est-ce qu'il ne mérite pas du tout d'être ouvert? Pas de cette manière-là, peut-être. Oui, mais est-ce que le débat est complètement illégitime? Il y a un débat en France, il y en a un gros et il y en a un petit. Le gros, c'est qu'effectivement, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que la possibilité pour les gens qui sont dans cette situation de renouer avec le marché du travail, on ne peut pas dire que le RSA, de ce point de vue, soit un succès. Donc il y a des progrès à faire. Ça, c'est le gros travail. Et puis il y a un petit débat qui est le problème de la fraude. Effectivement, il y a des fraudes au RSA, comme il y en avait
au RMI, comme il y en a aux allocations chômage, comme il y en a à la sécurité sociale. Mais pour ce qui concerne le RSA, si on ne connaît pas la fraude exacte du RSA, mais si on regarde les chiffres de la Caisse nationale des allocations familiales qui distribue le RSA, on parle de 700 millions d'euros de fraude. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas quelque chose de gigantesque. Merci beaucoup Jean-Louis pour toutes ces précisions. Gilles Finkelstein, justement, de par vos différentes casquettes, vous êtes à l'affût de ce qui peut toucher la société, les Français, des thèmes porteurs. Est-ce que ce genre de débat sur les minima sociaux, voire sur l'assistanat, est-ce que ça fait partie des préoccupations, selon vous, de la société, des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Évidemment, oui. D'abord, c'est dans l'air du temps et c'est dans les réalités de ces 6 millions de Français qui ont été évoqués par Jean-Louis Gambeau. Et la problématique de l'assistanat concerne aussi les milieux populaires et les classes moyennes. Et c'est vrai qu'il y a là une difficulté dans cette échelle des revenus. Et en même temps, on peut se dire que plutôt que d'essayer de limiter les minima sociaux, l'objectif qui devrait être celui des différents gouvernements serait d'inverser la logique et d'augmenter les salaires. Mais ce que vous disiez sur le RSA est un bon exemple de ce que j'évoque dans mon livre sur la dictature de l'urgence, qui est d'une législation qui se fait souvent de manière trop rapide. Pour une fois, il avait été décidé d'expérimenter le RSA dans un certain nombre de départements. Et puis, pour des raisons d'opportunité politique qu'on peut comprendre, Martin Hirsch a estimé que s'il voulait faire passer sa loi, il fallait qu'il aille plus vite avant l'expérimentation et avec des résultats, on le verra, il est sans doute trop tôt pour en tirer un bilan, mais avec des résultats qui sont sans doute en dessous de ce qu'il pouvait espérer, de ce qui devait être fait. Alors on le voit, plusieurs thèmes sont testés en ce moment, autant de ballons d'essai d'ailleurs qui sont envoyés. Selon vous, sur quel sujet peut se jouer la prochaine campagne présidentielle en France? Est-ce que ce sont les thèmes de l'emploi, du chômage, d'un meilleur vivre ensemble? Quand vous regardez ce que sont les préoccupations des Français et la hiérarchie de leurs préoccupations, il y a les thèmes économiques et sociaux qui sont très loin devant tous les autres. Vous savez, vous avez deux grands types de campagnes électorales. Vous avez celles pour lesquelles il y a un sujet qui écrase tous les autres et qui s'impose à tous les candidats. Et puis, c'est ce qui était le cas en 2002 avec la question de la sécurité. Tel était le cas dans les campagnes précédentes avec les questions économiques et sociales. Et puis, vous avez plus rarement des campagnes où c'est un peu plus des figures libres, où vous avez plusieurs sujets qui sont au même niveau dans les préoccupations des Français. C'était le cas d'ailleurs en 2007. 2012, à l'évidence, ça sera une campagne dominée, en tout cas quand on regarde ce que sont les préoccupations des Français, par les questions économiques et sociales. J'imagine que ce sont ces questions que vous approfondissez avec Dominique Strauss-Kahn. Écoutez, Dominique Strauss-Kahn, ça ne vous a pas échappé, n'est pas candidat. Les candidatures. Même pour sa connaissance peut-être de votre flair de la société, vous devez lui rapporter ce qui touche aujourd'hui la société française. Sur les questions économiques et sociales, ça ne vous a pas échappé qu'il a des fonctions de directeur général du FMI et il est assez au courant de ce qui se passe sur ce terrain-là. Alors, à la veille du 30e anniversaire du 10 mai 81, Gilles Finkelstein, un sondage indique que le meilleur héritier de François Mitterrand, on va dire celui qui s'en rapproche le plus par ses idées, ses propositions, selon les Français, c'est François Hollande, qui devance Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Alors, moi, ce que j'ai regardé dans ce sondage, c'est que les Français gardent un bon souvenir de la présidence de François Mitterrand et un bon souvenir du 10 mai. On est à deux doigts de là. Mais sur ma question précisément, sur votre question, si vous deviez répondre à ce sondage. Je pense qu'il n'y a pas d'héritier. Ce qui m'a frappé dans ce sondage, c'est que les trois personnalités que vous évoquez sont toutes à un niveau qui est relativement faible, avec un écart très limité entre eux. François Mitterrand n'a pas d'héritier aujourd'hui. Il n'a pas d'héritier au sens où ce qu'il a fait est unique et ne se reproduira pas tel quel. On va célébrer demain le 30e anniversaire du 10 mai. Le 10 mai 1981, ça faisait 23 ans que la gauche n'avait pas gagné. La gauche n'avait jamais gagné l'élection présidentielle. L'alternance paraissait impossible. Eh bien, en 2012, ça fera 24 ans que la gauche n'aura pas gagné l'élection présidentielle. Pointe son nez aussi, donc. Écoutez, pour ceux qui sont de gauche, en tout cas, oui. Pour vous, quand même. Et pour moi aussi. Alors, votre livre, La dictature de l'urgence, parle justement de l'accélération du temps. Tout s'accélère dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, mais aussi sur la scène politique. Puisqu'on parle de François Mitterrand, il donnait du temps au temps. Est-ce que ça, c'est le passé? Est-ce qu'on n'aura plus, finalement, de présidence de type Mitterrand? C'est fini, tout cela? Alors, la société a
très profondément évolué depuis 1980 et même depuis que François Mitterrand a quitté le pouvoir en 1995. La globalisation s'est considérablement accentuée et puis l'ère du numérique a bouleversé beaucoup notre rapport au temps. Donc, d'ailleurs, quand on revoit des images de cette campagne et de cette période, on mesure à quel point les choses ont changé. Cela dit, je reste absolument convaincu qu'il faut retrouver un rapport au temps beaucoup plus normal que ce que nous vivons depuis plusieurs années. Mais si cela a changé, peut-être parce qu'aussi sous Mitterrand c'était un septennat, aujourd'hui c'est le quinquennat qui prime. Est-ce qu'un homme politique, selon vous, peut imprimer sa marque, mener des réformes en profondeur en 5 ans ? Alors d'abord, de manière paradoxale, je défends l'idée qu'un quinquennat, c'est plus long qu'un septennat. Parce qu'avec le septennat, vous aviez aussi des élections législatives qui venaient s'intercaler et la durée effective de votre pouvoir était généralement bien inférieure à 5 ans. Elle était en moyenne de 3 ans. Donc le problème, ce n'est pas le quinquennat ou le septennat. On a aujourd'hui le temps de gouverner. Donc en 5 ans, on peut imprimer sa marque. Alors en 5 ans, on peut faire des choses et en même temps, je crois que la responsabilité d'un président de la République, c'est de ne pas seulement fixer des objectifs à un horizon d'un mandat, mais c'est de projeter la société à un horizon de 2 mandats, d'une décennie et parfois même d'une génération. C'est ce qui, je pense qu'il doit en être convaincu, oui. Alors, 2 questions. Une question qui a un petit peu secoué surtout le net, hein, c'est cette photo, cette fameuse photo qui a fait beaucoup parler. On y voyait un Dominique Strauss-Kahn et son épouse monter dans une Porsche. Est-ce que pour vous, c'est une faute, une erreur et puis on passe? Ou est-ce que ça peut l'avoir marqué, avoir marqué son image dans l'opinion? Franchement, on ne va pas passer 10 jours, ça fait c'était il y a 10 jours. Je vous promets, c'est une question, vous me répondez, on passe à une autre. Vous avez 10 jours qu'on passe dessus. Mais je ne voulais pas poser à vous, c'est pour ça. Oui, bah écoutez, franchement, je pense qu'il y a des débats beaucoup plus importants. Je pense que tout ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Alors, on va finir par un titre de livre. Vous l'avez peut-être lu, c'est celui de Pierre Moscovici, intitulé « La défaite interdite pour une gauche au rendez-vous de l'histoire ». Pourquoi interdite? Parce que tout favorise la victoire de la gauche ou tout favorise la défaite de la droite? Parce que je crois que plus que jamais, la victoire est possible pour la gauche, que les Français n'ont pas envie de réélire Nicolas Sarkozy, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le réélire. Ça veut dire que la victoire ou la défaite, pour l'essentiel, elle est dans les mains de la gauche et dans sa capacité à se rassembler et à proposer. Et comme souvent, celui qui arrive en 2012 ou dans une autre élection, celui qui en a le plus envie, Nicolas Sarkozy en a sans doute beaucoup envie, Dominique Strauss-Kahn, on le verra bientôt. L'envie, Laurent Fabius a excellemment répondu, l'envie c'est pour le chocolat, c'est pas une question d'envie l'élection présidentielle. Merci beaucoup Gilles Fulkenstein d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité ce soir. La suite de 22h, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est dans le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Alexandra Colino. Après un an sous perfusion, la Grèce négocie un 2e plan de sauvetage. Car la dette du pays s'est alourdie. Elle pèse aujourd'hui 152% du PIB contre 115% l'année dernière. Et le pays va avoir du mal à rembourser comme prévu le prêt de 110 milliards d'euros accordé par l'Europe et le FMI. La Grèce ne peut pas trouver de financement sur les marchés car les taux sont devenus exorbitants. Résultat, il risque d'y avoir un trou de financement l'année prochaine. Seule note positive, le déficit public s'est réduit de 5 points. Le centre se cherche un candidat, et si c'était Bayrou, un peu oublié derrière la médiatisation de Jean-Louis Borloo, il serait pourtant le mieux placé pour incarner les idées du centre, selon un sondage IFOP pour le quotidien François. C'est ce que pensent 37% des personnes interrogées, 33% des sondés préfèrent Jean-Louis Borloo. Auditionné aujourd'hui par la Fédération française de foot, Laurent Blanc a regretté certains propos tenus lors de la fameuse réunion du 8 novembre 2010 sur les quotas. Il n'a pas non plus nié la réalité de la conversation, mais a souligné que la discussion ne le concernait pas directement. Les premières conclusions de l'enquête du ministère des Sports seront commentées demain par Chantal Joanneau et c'est jeudi que l'on connaîtra celle de l'enquête interne de la FFF.
Enfermée dans une boîte, à l'abri des regards, la tête du guerrier maori conservée à Rouen depuis 1875 a été remise cet après-midi aux représentants du peuple maori. Les têtes des guerriers recouvertes de tatouages symbolisant la force et le courage étaient traditionnellement exhibées à leur tribu comme objet de vénération. Les explorateurs occidentaux les ont amenés en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Cette restitution a fait l'objet d'une bataille pendant 5 ans. La situation ne s'est débloquée qu'à la suite d'une saisine de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, puis avec le vote en 2010 d'une loi ordonnant la restitution de toutes les têtes maoris actuellement en France. Le débat du 22h, nous allons évoquer ce soir une question douloureuse qui peut concerner beaucoup de familles. Comment soigner une personne atteinte de troubles mentaux contre son gré? Le projet de loi du gouvernement sur la psychiatrie à l'étude actuellement au Sénat propose notamment une hospitalisation d'office ou encore des soins sous contrainte en dehors de l'hôpital. On voit tout cela avec Marie Chambrial avant le débat, tout de suite après. C'est un projet de loi controversé. La réforme sur les soins psychiatriques voulue par Nicolas Sarkozy depuis 2008, après le meurtre à Grenoble d'un étudiant par un schizophrène échappé d'un hôpital. La plupart des syndicats de psychiatres rejettent les mesures qu'ils jugent plus sécuritaires que sanitaires. Le texte réforme en particulier l'hospitalisation sous contrainte qui devra être obligatoirement précédée d'une période d'observation de 72 heures. Au terme de celle-ci, les médecins devront se prononcer sur la prise en charge du malade. Pour les psychiatres, il s'agit là d'une véritable garde à vue sanitaire. Mais la mesure la plus critiquée reste la possibilité de rendre obligatoires les soins psychiatriques à domicile sans le consentement du malade. Aujourd'hui, seule l'hospitalisation peut être contraignante. Autre modification, au bout de 15 jours, l'avis d'un juge sera nécessaire pour maintenir un malade à l'hôpital. Il devra ensuite se prononcer tous les 6 mois. Enfin, le projet de loi prévoit, sur décision du corps médical, la possibilité d'hospitaliser un patient qui ne trouble pas l'ordre public, mais qui représente un danger imminent pour lui-même. Dans ce cas, la loi en vigueur actuellement impose l'accord d'un tiers. Des mesures qui devraient concerner près de 70 000 personnes chaque année en France. Nos invités sur ce thème, je vous les présente. Docteur Jean-Claude Pénochet, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes vice-président de l'intersyndicale des psychiatres publics. Et avec nous également Jean-Louis Laurin, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Haut-Rhin, vous êtes le rapporteur du texte et je précise que vous êtes également médecin de formation. Alors merci d'être avec nous, messieurs. Docteur Pénochet, on vient de voir tous les détails dans ce sujet, sur ce projet de loi. Qu'est-ce qui vous dérange et peut-être même qu'est-ce qui vous choque dans ce texte, docteur? Si vous voulez, globalement, c'est en fait qu'il nous semble que c'est une occasion ratée. On aurait pu faire un texte d'inspiration beaucoup plus moderne pour l'organisation des soins en psychiatrie. Et là, on reprend une vieille structure, une vieille architecture de la loi sans la modifier. D'un côté, en augmentant les prérogatives du préfet et donc les prérogatives d'ordre sécuritaire, ou tout le moins de sécurité. C'est un point important qui vous inquiète? C'est un point important qui nous inquiète relativement, mais c'est surtout par rapport à cette construction de la loi, où d'un côté, donc, il persiste dans notre système français le fait que, pour des motifs d'ordre de risque de trouble à l'ordre public, même contre les avis médicaux, on puisse maintenir quelqu'un à l'hôpital. Ça nous semble passéiste dans cette dimension. Ce qu'on appelle la garde à vue sanitaire. C'est pas seulement la garde à vue sanitaire, c'est le fait que dans l'hospitalisation d'office, le préfet peut décider du maintien d'un patient à l'hôpital au nom d'un risque de trouble à l'ordre public, alors même que les médecins ont dit que l'État permettait la sortie. Alors sur ce point précis, Jean-Louis Laurin, vous qui êtes d'ailleurs un médecin de formation, que le préfet prenne un petit peu cette prérogative, est-ce que ça vous paraît bien dans l'ordre des choses, dans la logique des choses? Disons qu'il y a une phraséologie que personnellement je trouve assez insupportable, c'est garde à vue, casier psychiatrique, approche sécuritaire.
Si véritablement le mot d'ordre était de type sécuritaire, je crois que j'aurais même pas accepté peut-être de discuter le texte. Je crois que le souci, quel est le souci qui se présente? Ce n'est pas simplement la réponse à un événement qui s'est produit. On sait très bien que les malades psychiatriques sont de loin pas les personnes les plus dangereuses qui circulent dans notre pays, et que les accidents sont, vu cette population concernée, relativement rares. Donc je crois que rentrer dans ce balancier sécuritaire et médical, moi ça me gêne beaucoup. Mais alors qu'apporte cette loi? Alors d'accord, vous dites que c'est pas le volet sécuritaire. Oui. Quel est son plus aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si on pouvait répondre à la souffrance des familles ou à la souffrance des personnes qui étaient pour lesquelles il fallait attendre que l'on soit en état de crise violente pour pouvoir les hospitaliser dans le cadre d'une HDT ou d'une EHO. On a trop longtemps entendu certains praticiens nous dire que moi, de toute façon, si on ne vient pas à moi, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à y faire. Voilà. Oui, sur ce point, docteur Pénochet, pour ces familles qui nous écoutent et qui sont dans ces situations extrêmes, est-ce que ça peut être une réponse, ce projet de loi? Ce n'est pas l'architecture centrale de la loi que de répondre à ce problème-là, même si certains aspects pourront permettre d'y mieux répondre, et que ce problème est tout à fait réel, d'une intervention possible, rapide, des services médicaux, des services de soins lorsqu'il y a une situation en urgence. Et parfois, effectivement, les familles sont laissées à elles-mêmes, mais elles sont laissées à elles-mêmes le plus souvent parce que justement le corps médical ne peut pas intervenir. La loi ne donne pas la possibilité d'intervenir. C'était pour cette raison qu'il y avait un vide. Alors, il faut continuer à réfléchir. Elle ne répond d'ailleurs pas complètement aux demandes là des familles, notamment qui voudraient une sorte de SAMU psychiatrique qui puisse intervenir rapidement. Mais encore une fois, ce que nous pensons, nous, dans cette loi, c'est que nous ne pouvons pas rester avec des prérogatives du préfet. Qu'est-ce qu'il faut, disons, qu'est-ce qu'il faut introduire pour que cette loi, selon vous, cette loi qui est attendue par les psychiatres, par les médecins, idéalement, pour qu'elle passe, idéalement? Idéalement, nous aurions souhaité une véritable judiciarisation de la loi, c'est-à-dire des décisions médicales sous le contrôle d'un juge. Si nous ne pouvons pas aller jusque-là aujourd'hui, il faut absolument que le recours systématique au juge, en cas de divergence entre le médecin et le préfet, soit retenu, ce que d'ailleurs ont proposé les amendements, le CERF, au niveau du Sénat. Alors, Monsieur le Sénateur, sur ce point-là, réclamer. Alors, moi, ce qui nous fait diverger, mais on finira par se rencontrer, mais je pense qu'il y a un triptyque. Ce triptyque-là, c'est le juge, le médecin et le préfet. Ils ont chacun... En concertation. Exactement. C'est ce qui fait la différence. Le juge, il est garant des... Ça fait sourire, docteur Pénochet. Mais non, le juge est garant des libertés. Le médecin pratique son art. Et le préfet s'occupe de l'ordre public. On ne peut pas lui reprocher ça non plus. C'est son métier. Alors, dans cette affaire, je crois que ce que nous devons être vigilants, c'est qu'on garde cet équilibre entre les trois. Ouais. C'est-à-dire que du tout judiciaire, non, le tout pouvoir, puissance médicale, non plus, et bien sûr le tout sécuritaire. Jean-Louis Laurent, j'ai l'impression, là, quand on parle depuis tout à l'heure de ce projet de loi, qu'il concerne, j'allais dire, des personnes atteintes de troubles qui sont lourds, qui sont importants, mais est-ce que des personnes qui connaissent de manière comme ça passagère certains troubles et qui peuvent se retrouver dans un commissariat, une unité de soins un soir, est-ce qu'ils peuvent être retenus contre leur gré également ? Ça peut arriver à n'importe qui? Oui. Si les conditions médicales montrent qu'il y a des troubles et que le patient n'accepte pas les soins au nom de ces troubles, effectivement, il peut y avoir tout à fait, il y a très souvent aux urgences
des prescriptions de soins sans consentement. Mais je voudrais revenir sur ce que disait l'équilibre dont vous parliez tout de suite. Monsieur le sénateur, vous êtes un homme du passé, vous êtes un homme de 1838. C'est la loi de 1838 qui préservait et mettait en place cet équilibre. Les choses sont passées, nous ne sommes plus, les choses ont évolué, nous ne sommes plus aujourd'hui sous l'ère de l'asile, nous sommes à l'hôpital, nous soignons des malades, nous ne pouvons pas continuer. Monsieur le sénateur est un médecin de formation, il doit aussi savoir ce qui se passe dans ce milieu, non? On va le laisser répondre pour conclure. Tout à l'heure, nous évoquions cette loi de 1838, qui était une loi magnifique, et vous savez, si elle a duré aussi longtemps, c'est qu'elle devrait avoir des vertus. Oui. Bon... Vous dites que je suis un homme du passé, vous faites un peu fort là. Bon, c'est vrai que j'ai été président de l'hôpital psychiatrique pendant 31 ans. J'ai assuré cette fonction. L'avenir, c'est la judiciarisation, bien entendu. L'avenir, non, elle n'est pas la judiciarisation. L'avenir, pour moi, elle est dans l'approche éthique de la psychiatrie. Bon, mais ça, c'est encore tout à fait autre chose. On a entendu vos avis, d'ailleurs. Malheureusement, on arrive à la fin de ce 22h, mais on a bien compris que sur ce point, en tous les cas, pour cette nécessité, cette loi est nécessaire, vous vous rejoignez sur ce point. Je vais rappeler que quelques 70 000 personnes, quand même, sont hospitalisées sous contrainte chaque année, soit à la demande d'un tiers ou d'office en cas d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat sur cette question douloureuse mais néanmoins importante. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, un documentaire intitulé l'UNEF et la fronde étudiante. Et je vous dis à demain. Belle soirée à vous. Printemps 2007, l'Union nationale des étudiants de France fête son 100e anniversaire à Lille. Tout le monde est là, syndicats et partis. Depuis longtemps, les gouvernements craignent les coups de colère universitaires qui les obligent si souvent à reculer. Et depuis la libération, l'UNEF a presque toujours joué un rôle déterminant dans le mouvement, dans la négociation. L'UNEF est ancrée à gauche. Ses anciens dirigeants sont nombreux au Parti socialiste. L'allocation d'autonomie, je la ferai. Les élections présidentielles approchent. 2,5 millions d'étudiants pèsent lourd. L'UNEF le sait, interpelle tous les candidats. Ça doit être une priorité. Les batailles à venir seront rudes, mais les étudiants et leurs syndicats ont montré au cours de l'histoire qu'ils pouvaient faire preuve d'une incroyable capacité à résister. Pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Il y ait un soleil. 11 novembre 40, Paris. Le général de Gaulle est à Londres depuis des mois. Ce jour-là, des étudiants et des lycéens manifestent sur les Champs-Élysées. C'est le premier acte de résistance sur le sol français. On l'a oublié. Une partie des tracts qui circulent a été imprimée dans les locaux clandestins de l'UNEF. Ils sont 3000 à braver l'occupant, des communistes, des chrétiens, des gaullistes. Le bilan est lourd, des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés, des disparus. Certains sont morts, d'autres se cachent avant de rejoindre le maquis. Ami, si tu trouves un ami, sors de l'ombre à ta place. En 1944, le dirigeant de l'UNEF Gilbert Dru est assassiné à Lyon par la Gestapo. Son engagement était personnel. Le syndicat, lui, s'est limité à condamner le service du travail obligatoire. C'est tout. À la Libération, les étudiants résistants vont devoir défendre leur syndicat que le Conseil national de la résistance a décidé d'épurer. La vérité oblige à dire que les collabos ont été très rares. À notre connaissance, à l'UNEF, on ne connaît pas. L'UNEF a été beaucoup plus, les reproches que nous lui avons fait, nous, les groupes